Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier Méditerranée Métropole. Je m'appelle Bastien et cette saison, c'est moi qui vais vous ouvrir les coulisses des startups. Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre des start-upers qui vont partager leur aventure, leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif ? Vous aider à mieux décrypter l'écosystème startup et vous donner toutes les clés pour réussir votre projet. Bonne écoute. On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était 1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic. Dans les coulisses des startups. De nombreux couples se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat, avec l'envie de partager un projet commun et de vivre une aventure humaine et professionnelle qui dépasse les frontières du simple duo. Si créer sa startup à deux présente des avantages en termes de complémentarité ou de gestion de la vie privée et de la vie pro, l'aventure comporte aussi de nombreuses difficultés. Pour évoquer cette question, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Claudia et Mathieu, un couple d'entrepreneurs qui ont créé ensemble plusieurs startups. Ils ont accepté de partager leur expérience au micro. C'est parti. Donc moi je m'appelle Claudia, je suis entrepreneur ou entrepreneuse, je sais pas ce qu'on dit, multirécidiviste et pour les 2 dernières entreprises, j'ai entrepris avec Mathieu et c'est le sujet qu'on va couvrir un peu aujourd'hui. Bonjour, moi je suis donc Mathieu, j'ai un background technique parce que j'ai un doctorat en astrophysique et j'ai un parcours d'ingénieur dans la finance et puis ensuite devenu entrepreneur en 2003 avec une première société puis une deuxième. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les préalables à l'entrepreneuriat en couple et à quoi est-ce qu'il faut penser avant de s'associer ? Alors le préalable qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est déjà l'envie. L'envie de relever des challenges ensemble, l'envie de passer beaucoup de temps ensemble. Et je dirais même qu'on passe plus de temps ensemble en tant qu'entrepreneur, dirigeant, qu'en tant que couple. Moi, après, ce qui est apparu plus tard, c'est que je pense que ça aurait été difficile de travailler si on n'avait pas été complémentaires. Évidemment, il y a toujours des intersections et il y a des choses qu'on fait en commun, mais on est dans le plus gros de notre travail sur des tâches différentes et complémentaires, en fait. Le premier projet, c'était un projet un peu solo de mon côté, de créer un logiciel. Et ensuite, au moment de commencer à le commercialiser, je me suis rendu compte que ça allait pas se vendre tout seul, alors que je pensais que ça allait se vendre tout seul et qu'il suffisait d'en parler sur Internet. Je voyais un produit génial qui se développait à côté. Moi, j'étais pas tout à fait légitime, mais même pas du tout légitime sur ce sujet. Enfin, au moins, je le croyais. Ouais, et puis tu as mis en place des outils de suivi des ventes, des outils de suivi de la concurrence, avec des trucs, enfin, c'était des bouts de ficelle, mais quand même, ça nous a donné des vues, parce qu'il n'y avait pas d'autres outils, quoi, pour le faire. Et on avait comme modèle de société qui nous servait un peu de poisson pilote, c'est une société londonienne qui faisait du développement sur Mac hyper bien et qui avait 1 an ou 2 ans de plus que nous, que moi j'ai suivi pour apprendre en fait le métier. Et en même temps, on a découvert l'écosystème montpelliérain, donc pas forcément les talents développeurs Mac, mais beaucoup d'encouragement, beaucoup de Cap Omega entre autres, mais aussi la région qui était là pour aider les boîtes dans leur premier pas et leur développement futur. Pour la première société, on avait fait ça de façon un peu organique, quoi. C'était le projet de Mathieu. Et là, ce qu'on a décidé de faire, c'était de déclarer Mathieu, parce que pour pouvoir encadrer des ingénieurs, des jeunes, il fallait qu'ils soient déclarés. Sinon, on n'aurait pu compter aucun des salaires dans le crédit impôt recherche. Et moi, on m'a pas salarié pendant 3 ans.
Donc on était dans un espèce de truc là, de délire comme les agriculteurs du siècle dernier, où l'épouse travaille sans statut. Donc moi j'étais présidente de la société. Ça c'est vrai que c'est une erreur à pas faire. Si on s'associe, qu'on crée une société, les deux doivent avoir un statut. Ça me paraît beaucoup plus sain et simple. Et est-ce que vous vous êtes posé la question aussi du risque financier? Parce que c'est vrai que quand on est en couple, il n'y a personne à côté pour avoir une base financière qui permet de sécuriser un peu le foyer. Quelle a été votre réflexion là-dessus? Avant de démissionner, en fait, on s'était donné comme règle de mettre en jeu tout ce qu'on avait gagné, mais de jamais creuser de trous. Et donc, avant de démissionner, quand on avait tout du jeune couple qui va bien, qui réussit et qui est tout à fait désirable pour les banques, on avait tout hypothéqué, tout ce qu'on avait, appart, maison, avant de démissionner et pouvoir vivre un certain temps ou un temps certain avec ce petit budget, quoi. Et justement, comment ça se passait au niveau des enfants? Comment est-ce que vous les avez inclus dans cette aventure? Je pense qu'on a fait gaffe quand même de créer des moments de respiration pour la famille. Comme on avait cette flexibilité des horaires, on pouvait s'arrêter le soir pour aller les chercher à l'école, prendre du temps avec eux et retravailler après. Je pense pas, à part quelques exceptions, qu'on ait vraiment on ait sacrifié les enfants sur la partie travail les week-ends en tout cas. Puis on a beaucoup partagé avec eux. Et on leur expliquait ce qui se passait, surtout dans les moments difficiles aussi, dire on est forcément tendu et un enfant, surtout en bas âge, s'aperçoit les choses. Donc on expliquait. Il faut aussi, dans les prérequis, rajouter la communication. Il faut beaucoup de communication. C'est quelque chose qu'on a dû apprendre à faire. Donc on a toujours fait plein de choses ensemble et beaucoup communiqué. Et à un moment où on a changé d'échelle, c'est moi qui ai eu la démarche de dire non, il faut que je sépare un peu les sujets, quoi. Quand on est en couple, on essaie de préserver le couple et de ne pas parler du boulot tout le temps. Et en fait, en se posant des règles, on s'interdit de finalement vivre ce qu'on sent sur l'instant. C'est vrai que ça peut être compliqué. Donc nous, on a appris à finalement dire il y a pas de règles. N'importe qui rentre chez soi partage avec son conjoint tout et n'importe quoi, y compris quelquefois des trucs du boulot, et c'est OK. Les choses doivent se dire et se construire ensemble. La communication, c'est absolument clé, quoi. Vous me parliez d'un process de discussion qui s'est mis en place au fur et à mesure du temps pour pouvoir échanger sur ces désaccords. Souvent, le désaccord, il naît en fait de certaines postures aussi. Moi, je vois par exemple, il y a des fois, je suis pas d'accord avec un truc qu'on me dit. Et je sais que maintenant je commence à savoir que j'ai tort parce que j'ai juste pas envie de sortir de ma zone de confort ou j'ai pas envie de faire un truc qu'on veut que je fasse et je sais qu'il faut le faire. Peut-être le process, c'est que petit à petit je commence à me re-questionner en me disant OK, ils sont en train de me dire un truc qui me plaît pas, ça crée un désaccord, mais en fait il faut que je fasse le travail de réanalyser ce qui m'a été dit et en fait souvent je peux juste accepter que ce que dit l'autre et se regarder à la lumière de ce qu'il vient de nous dire et souvent il y a des choses à prendre. Et ça, peut-être que ça s'arrête pas à 18h le soir, quoi. Alors, c'est quoi le plus grand peut-être avantage de l'entreprise en couple? Alors, je pense que si on est en couple, c'est aussi qu'on partage les mêmes valeurs. Et donc là, il y a un sujet qui est quand même central. On a l'expérience, on a la confiance. On s'est communiqué normalement. Et il y avait aussi, je crois que c'était un exemple que tu donnais, Mathieu, le fait de se retrouver dans des endroits, j'ai noté, un peu hostiles pour faire des présentations devant des personnes et qu'au final, on se retrouve quand même avec le soutien de sa partenaire ou son partenaire. Ouais, en fait, ça nous arrivait souvent d'être face à des audiences un peu compliquées, on va dire. Dans des boards ou dans des endroits où on n'était pas du tout prêt à se retrouver et surtout pris un peu au dépourvu. Et là, le fait de pas être paumé, quoi, parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur l'autre, c'est peut-être vrai avec un collaborateur, mais il y a tellement de choses qui vont plus vite, en fait. Il y a plein de choses, on n'a pas besoin de se les dire pour qu'on sache exactement comment il va falloir faire. Et puis on le connaît, donc on sait quand il y en a un qui trébuche un peu, hop, on peut prendre le relais. Enfin, parce qu'on se connaît bien. Donc, du
Du coup, ça, c'est un super avantage. Pour le couple aussi, je trouve que c'est bien quand ça se passe bien. C'est que il y a ce côté séduction qu'on a un peu évoqué, quoi. C'est quand même voir l'autre faire son travail, être créatif, résoudre des problèmes. Enfin, tout ça, ça contribue quand même à je sais pas, une part de séduction, quoi, qui est chouette. On avait évoqué aussi quelque chose, le fait d'entreprendre ensemble. Vous m'aviez dit que du coup, ça vous obligeait aussi à prendre des moments pour vous. Ouais, c'était important. Enfin, mais là aussi, c'est quelque chose qu'on avait verbalisé avant d'entreprendre ensemble. C'est de se dire, l'individu, il est pas que entrepreneur, il est pas que mari ou femme. Il est aussi lui-même. Ouais, alors parent en plus, parce que là, parlons-en en termes de temps et d'investissement, c'est quand même un truc important. Mais il y a toutes ces facettes qu'il faut pouvoir développer et préserver. Donc la facette perso, elle est absolument indispensable. Je vais revenir aussi sur les risques. Il y a quelque chose de très important que j'ai envie d'aborder aussi, c'est concernant les réticences des investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu ? C'est vrai que ce sujet de l'entrepreneuriat en couple, c'est un sujet, moi, qui m'est cher parce que on s'est pris un râteau en 2008, au moment où on cherchait à lever des fonds. Et certains fonds nous ont dit, texto, vous êtes en couple, c'est un red flag. En gros, s'il y a un problème dans le couple, l'entreprise sera totalement détruite par voie de conséquence. Ça a un impact. Qu'on soit en couple ou pas, je pense que ça change pas grand-chose. Et puis, de fait, on voit des couples qui se séparent et qui continuent à bosser ensemble. Un exemple très connu, c'est Rodrigo et Gabriela, les musiciens, qui continuent à être aussi créatifs. Et puis, j'ai d'autres couples en tête, d'entrepreneurs, entre guillemets, plus classiques, qui ont su faire la part des choses. Je pense que c'est une erreur de la part de ces investisseurs parce que les avantages par ailleurs sont tels que le risque pour l'investisseur, pour moi, il est moindre. Pour le couple, c'est moins évident parce qu'effectivement, il y a ce risque financier. On investit tous les deux dans la même aventure, c'est tous les œufs dans le même panier, et donc il y a un risque financier qui est plus important. Quand on monte une start-up, on s'engage à donner le meilleur de nous-mêmes, à se donner les moyens de réussir. On s'engage pas à réussir. Oui, l'échec est possible, il n'est pas souhaitable, mais il est possible et la prise de risque n'est pas mortelle. Que faire en cas de séparation ? Comment est-ce qu'on s'y prépare ? Et est-ce qu'il faut anticiper dès le démarrage de la start-up ? Moi, je pense que c'est toujours une bonne idée de réfléchir aux choses avant. Mais comme avant de réfléchir au mariage, c'est pas la première chose à laquelle on pense, mais au moment où on se marie, on réfléchit quand même aussi au potentiel échec. Et pour ça, il y a un pacte d'actionnaires. On décrit bien les choses et oui, on l'envisage. Et c'est OK de l'envisager, et en espérant que rien de difficile se passe, mais why not ? Il y a une phrase que je me suis notée que j'ai beaucoup aimée. Il faut imaginer comment ça peut mal se passer quand tout va bien. Ouais, c'est une bonne idée d'imaginer le pire quand le meilleur est en cours, parce qu'on est dans une position créative, une position bienveillante. On se sent pas en danger et donc on traite les sujets de façon très rationnelle et posée. Là où au milieu de la tempête, on peut quelquefois avoir des postures qui sont pas forcément très constructives. Donc traiter le pire au moment où tout va bien, traiter le sujet du pire au moment où tout va bien, c'est vraiment une bonne idée, quoi. À travers le témoignage de Mathieu et Claudia, on comprend que l'entreprise en couple est une véritable chance qui permet d'avancer ensemble et de renforcer la relation de confiance dans le duo. Toutefois, il est important dès le départ de bien penser et structurer la collaboration entre les deux membres du couple. Pour aller un peu plus loin sur le sujet, je vous propose de rejoindre Stéphanie, chargée d'affaires au BIC de Montpellier. Alors bonjour Stéphanie. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont les impératifs pour entreprendre sereinement en couple ?
Les questions à se poser lorsqu'on souhaite entreprendre en couple sont sensiblement les mêmes que lorsqu'on décide de s'associer à d'autres personnes, mais elles se posent sûrement avec plus d'acuité, parce qu'on a effectivement l'influence de la sphère professionnelle sur la sphère privée et inversement, et l'entrepreneur en couple doit plus que jamais anticiper. Alors, comment on peut anticiper les problématiques éventuelles ? Notamment en formalisant un pacte d'associés, puisque ça permet d'anticiper d'éventuels futurs problèmes. Et c'est d'autant plus vrai pour des dirigeants qui partagent leur vie, puisque ça peut être compliqué de continuer à travailler avec son ex-conjoint quand le couple se sépare. Mieux vaut donc, comme pour toute association, prévoir dès le départ, dans le pacte d'associés, les conditions de séparation et notamment de rachat des parts. D'un point de vue fiscal, le régime matrimonial est également très important et doit être adapté à l'entrepreneuriat, notamment afin de sécuriser les biens personnels des dirigeants. Donc, il est également important de bien définir le rôle de chacun. Chacun doit avoir son propre domaine d'expertise et de responsabilité. Alors, c'est d'autant plus simple lorsque les profils sont complémentaires, comme on l'a vu dans le cas de Mathieu et Claudia. Et c'est un facteur clé de succès pour l'entreprise. Un autre point important soulevé par l'interview est la nécessité de ménager l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Le vrai risque pour les couples entrepreneurs, c'est le manque de frontières entre les deux, ce qui peut être source de conflits au niveau de la gestion du temps. Les objectifs de réussite de la start-up exercent souvent une très forte pression sur le couple. Il est important de se ménager du temps pour décompresser, se ressourcer. Il y a d'ailleurs un podcast du BIC dédié à cette thématique et je vous invite à l'écouter. La rupture sentimentale signifie-t-elle forcément la fin de l'entreprise ? Non, pas forcément, et heureusement. On a vu qu'il y avait moyen d'anticiper ce cas de figure via le pacte d'associés. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de risques liés à l'entrepreneuriat en couple, mais au fond, la prise de risque, elle est inhérente à l'entrepreneuriat en général. Et s'ils sont bien anticipés, vivre et travailler ensemble peut s'avérer une très belle aventure pour un couple, comme en ont témoigné Claudia et Mathieu. La possibilité d'adapter les emplois du temps l'un en fonction de l'autre, la confiance l'un dans l'autre, se comprendre parfaitement, gagner du temps, et ça dès le début de la création de la société. Entreprendre en couple est une belle aventure. Pour réussir l'aventure de l'entrepreneuriat en couple, il faut partir sur de bonnes bases. Et ces bases doivent être notifiées à l'intérieur d'un pacte d'associés. Je crois que c'est vraiment l'une des informations à retenir de ce podcast. Pour aller plus loin, je vous invite à écouter notre épisode consacré à la gestion de la vie pro et de la vie perso, mais également celui sur le pacte d'associés. Vous retrouverez les liens dans la description de cet épisode. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très vite. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisation Paul Angèle et Bastien Nicolaï.